Le double de Dostoïevski. Poème pétersbourgeois. Chapitre 12. Petrouchka entra, tanguant un peu, l'air comme étrangement insouciant, un genre de mine servile et triomphante sur le visage. On voyait qu'il tramait quelque chose et qu'il se sentait pleinement dans son bon droit et se donnait l'air d'être un étranger total, c'est-à-dire le serviteur de quelqu'un de tout autre, et plus du tout de l'ancien serviteur de M. Goliathkin. Bon voilà, tu vois mon gentil, fit haletant notre héros. Quelle heure ça nous fait maintenant, mon gentil? Petrouchka, sans rien dire, se rendit derrière la cloison. Petrouchka, sans rien dire, se rendit derrière la cloison. Puis il revint et, d'un ton assez indépendant, il déclara qu'il était bientôt 7h30. Bon, c'est bien, mon gentil, c'est bien. Bon, tu vois, mon gentil, permets-moi de te dire, mon gentil, que maintenant, je crois bien, entre nous, tout est fini. Petrouchka se taisait. Bon, maintenant que tout est fini entre nous, dis-moi franchement, dis-moi comme un ami, où est-ce que tu étais, mon vieux? Où j'étais? Chez des braves gens, monsieur. Je le sais, mon ami, je sais, j'ai toujours été content de toi, mon gentil, et je donnerai un certificat. Bon, comment ça va chez eux maintenant? Bah quoi, monsieur? Monsieur sait bien lui-même. On sait bien, un brave homme, il vous donnera jamais le mauvais exemple. Je sais, mon gentil, je sais. Maintenant, ils sont rares, les braves gens. Appréciez-les, mon ami. Et donc, comment ils vont? On le sait bien, monsieur, comment. Mais vous servir, vous, monsieur, maintenant, je peux plus du tout. Monsieur le sait bien lui-même. Je sais, mon gentil, je sais. Je connais ton zèle, ton dévouement. J'ai vu tout ça, mon ami. J'ai remarqué. Moi, mon ami, je te respecte. Un homme honnête et brave. Même si c'est un laquais, je le respecte. Un homme honnête et brave, même si c'est un laquais, je le respecte. Ben quoi, je pense bien, monsieur. Pour nous autres, monsieur le sait bien, ou que c'est le mieux. C'est comme ça. Moi, bon, monsieur le sait bien que c'est pas possible sans un brave homme. Bon, c'est bien, mon vieux, c'est bien. Je sens ça. Tiens, voilà ton argent et ton certificat. Bon, maintenant, mon ami, je te demanderai un service. Le dernier service, dit M. Goliathkin d'une voix solennelle. Vois-tu, mon ami, Dieu sait ce qui peut se passer. Le malheur, mon ami, frappe même dans les palais dorés. On ne lui échappe pas. Tu sais, mon ami, j'ai toujours été bon avec toi. Petrouchka se taisait. Je crois que j'ai toujours été bon avec toi. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme linge, mon gentil? Et donc, qu'est-ce qu'on a comme linge, mon gentil? Ben, tout est là, n'est-ce pas? 6 chemises de toile, 3 paires de chaussettes, 4 plastrons, un gilet de flanelle, et de caleçon 2. Vous savez bien, c'est tout. Moi, n'est-ce pas, ce qui est à vous, rien. Moi, monsieur, le bien de mon maître, j'y veille dessus. Moi, avec vous, monsieur, c'est-à-dire, on sait bien, et de péché, moi, j'en ai jamais rien eu, monsieur.
Ça, vous le savez bien, monsieur. Je te crois, mon ami. Je te crois. Je ne parle pas de ça, mon ami. Je ne parle pas de ça. Vois-tu, voilà, mon ami. On le sait, monsieur. Ça, n'est-ce pas, on le sait bien. Moi, tenez du temps que je servais chez le général Stolbniakov, ben quand il me donnait mon congé, il repartait lui-même à Saratov, un domaine qu'il avait là-bas. Non, mon ami, je ne parle pas de ça. Moi, rien. Ne va pas penser quelque chose, mon très cher ami. On le sait, monsieur. Nous autres, notre sort qu'on a, monsieur le sait bien. C'est pas dur de noircir un homme. Mais moi, on a été content partout. Il y a eu des ministres, des généraux, des sénateurs, des comtes, n'est-ce pas? Je suis été chez tout le monde. Chez le prince Svanchachkin, chez Perbourkin, le colonel, chez Nebobarov, le général. Là aussi on y allait, et au domaine aussi, revoir les nôtres. On le sait bien, n'est-ce pas? Oui, mon ami, oui. C'est bien, mon ami, c'est bien. Et moi aussi, à 7 heures, je m'en vais. Chacun suit son chemin, mon gentil, et on ne sait jamais lequel c'est, le chemin où on se retrouve. Bon, mon ami, donne-moi de quoi m'habiller à 7 heures. Oui, et l'uniforme aussi, tu me le mettras. Un autre pantalon, des draps, des couvertures, des oreillers. Monsieur veut que je lui noue ça dans un ballot? Oui, mon ami, oui, si tu veux, noue-moi ça. Qui sait ce qui peut nous arriver? Bon, maintenant, mon gentil, tu iras me chercher un carrosse. Un carrosse? Oui, mon ami, un carrosse, et un grand, et pour un temps donné. Mais ne va pas te faire des idées, mon ami, je ne sais quoi. Et monsieur parle loin comme ça? Je ne sais pas, mon ami, ça non plus, je ne sais pas. L'édredon aussi, je me dis, il faudra l'emmener. Toi-même, qu'est-ce que tu en penses, mon ami? Je me fie à toi, mon gentil. Monsieur veut vraiment partir tout de suite? Oui, mon ami, oui. Une circonstance comme ça, c'est comme ça, mon gentil, c'est comme ça. On le sait bien, monsieur. Chez nous, au régiment, au lieutenant, c'est arrivé pareil. Chez un propriétaire, n'est-ce pas, on a fait l'enlèvement. L'enlèvement? Quoi, mon gentil, tu... Oui, l'enlèvement. Ils se sont mariés dans un autre domaine. Tout ça, n'est-ce pas, c'était préparé d'avance. Il y a même eu de la poursuite, mais c'est le prince qui a intervenu. Le prince défunt, n'est-ce pas? Bon, et l'affaire, elle s'est tassée. Ils se sont mariés, oui. Mais toi, mon gentil, mais toi, comment ça se fait que tu le saches, mon gentil? Mais on le sait bien comment. La rumeur, elle vous remplit le monde, monsieur. Je sais tout, moi, monsieur. Je pense bien, personne n'est sans péché. Seulement, je vous le dirai maintenant, monsieur, permettez-moi de parler simplement, monsieur, comme un esclave. Puisqu'on y est maintenant, alors je peux bien vous le dire, monsieur. Vous avez un
Un rival, monsieur. Que vous avez un rival très puissant, voilà. Je le sais, mon ami, je le sais. Toi aussi, mon gentil, tu le sais. Bon, alors, je me repose sur toi. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, mon ami? Qu'est-ce que tu me conseilles? Ben voilà, monsieur, si maintenant c'est dans cette manière-là, pour ainsi dire, que vous allez, monsieur, et que vous aurez besoin, monsieur, vous aurez besoin enfin. Bon, voilà, monsieur, si maintenant c'est dans cette manière-là, pour ainsi dire, que vous allez, monsieur, et que vous aurez besoin enfin d'acheter des choses, bon, je ne sais pas, des draps, des oreillers, un autre édredon, n'est-ce pas, pour lit double, une couverture, n'est-ce pas bien? Et ben pour ça, vous avez une voisine, là en bas, une bourgeoise, monsieur, qu'elle est. Elle a une belle pelisse de renard. Ben, on peut aller voir et l'acheter. On peut là, maintenant, descendre voir. Maintenant, monsieur en aura besoin, n'est-ce pas? Un beau manteau, doublé de satin, tout du renard. Bon, c'est bien, mon ami, c'est bien. Je suis d'accord, mon ami. Je me repose sur toi. Je me repose tout à fait. Si tu veux, tant qu'à faire, un manteau, mon gentil. Mais vite seulement, vite. Au nom du ciel, plus vite. Même la pelisse, je l'achèterai. Mais s'il te plaît, plus vite. Il est bientôt 8 heures. Plus vite au nom du ciel, mon ami. Presse-toi un peu. Vite, mon ami. Petrouchka laissa en plan le nœud de son ballot avec le linge, les oreillers, les couvertures, les draps et tout ce qui s'était mis à ramasser et à nouer et se précipita hors de la chambre. Monsieur Goliathkin, pendant ce temps, avait encore repris la lettre, mais il ne pouvait plus la lire. Prenant sa tête malheureuse dans ses deux mains, il s'adossa au mur, stupéfait. Il ne pouvait plus penser à rien. Il était incapable, tout aussi bien, de faire quoi que ce soit. Il ne savait même pas ce qui lui arrivait. Voyant enfin que le temps passait et que ni Petrouchka ni la police n'apparaissaient encore, Monsieur Goliathkin décida d'y aller voir lui-même. Il ouvrit la porte du vestibule et en bas, il entendit du bruit, des voix, une dispute, des conversations. C'était quelques voisines qui bavardaient, criaient, jabotaient, parlaient de quelque chose. Mais cela, Monsieur Goliathkin le savait précisément de quoi elle parlait. On entendait la voix de Petrouchka. Ensuite, on entendit ses pas. Seigneur mon Dieu, mais ils feront venir la terre entière, gémit Monsieur Goliathkin, se tordant les bras de désespoir et se jetant en arrière vers sa chambre. Il courut dans sa chambre et tomba presque inconscient sur le divan, la face sur l'oreiller. Il demeura ainsi une petite minute, puis il bondit et sans attendre Petrouchka, il mit ses caoutchoucs, son chapeau, son manteau, saisit son portefeuille et s'enfuit, dévalant l'escalier. Je n'ai besoin de rien, mon ami, de rien. Moi-même, tout moi-même. Pas besoin de toi pour l'instant. Et pourtant, l'affaire, si ça se trouve, elle peut encore s'arranger pour le mieux, murmura M. Goliathkin à Petrouchka quand il le rencontra dans l'escalier. Puis il se précipita dans la cour et s'enfuit de chez lui. Son cœur cessait de battre. Il n'osait pas encore se décider. Son cœur cessait de battre. Il n'osait pas encore se décider. Comment vivre? Quoi faire? Comment agir? Là, maintenant, dans ce moment critique. Voilà, oui. Comment agir? Seigneur mon Dieu. Et il fallait que ça arrive, tout ça. S'écria-t-il, enfin, au désespoir, courant, clopin-clopant,
où les yeux le portaient, n'importe où dans la rue. Il fallait que ça arrive, parce que si ça n'était pas arrivé, ça, précisément, tout se serait arrangé. D'un coup habile, énergique, ferme, ça serait arrangé. Mon doigt à couper que ça serait arrangé. Et je sais même comment ça se serait arrangé. Voilà comment ça se serait fait, ça. Moi, l'autre, moi, l'autre, là, comme ça, n'est-ce pas, voilà, mais moi, monsieur, si je puis me permettre, plus moyen de monnayer. Mon doigt à couper que ça serait arrangé, je sais même comment ça serait arrangé. Voilà comment ça serait fait, ça. Moi, l'autre, là, comme ça, n'est-ce pas, voilà, mais moi, monsieur, si je puis me permettre, plus moyen de moyenner. N'est-ce pas, les choses elles ne se font pas comme ça. N'est-ce pas, mon bon monsieur, mon très honorable monsieur, les choses, elles ne se font pas comme ça. Et l'usurpation, chez nous, ça ne passe pas. Un usurpateur, mon bon monsieur que vous êtes, voilà, un homme inutile et sans utilité pour la patrie. Vous le comprenez, ça? N'est-ce pas, est-ce que vous le comprenez, vous? Ça, mon très cher monsieur. Alors donc, et voilà, pour ainsi dire... Mais non, remarquez de quoi? Ce n'est pas du tout, voilà. Mais pas du tout. Qu'est-ce que je délire? Moi, crétin que je suis, espèce de suicidé, tiens. Voilà, tiens, espèce de suicidé. Mais pas du tout. Parce que n'empêche, espèce de débauché, voilà comment ça se fait maintenant. Bon, où je vais me mettre maintenant? Hein, tenez maintenant, qu'est-ce que je ferai avec moi? C'est vrai, à quoi je suis bon maintenant? À quoi, hein, pour ne prendre qu'un exemple, est-ce que tu es bon maintenant? Espèce de Goliathine, espèce d'indignité. Hein, quoi maintenant? Il faut prendre un carrosse. Voilà, n'est-ce pas? Donne-moi un carrosse, séance tenante. N'est-ce pas? Ça mouillerait les petits pieds sans le carrosse. Voilà qui aurait pu y penser. Ah, mais mademoiselle, ah, mais ma jolie dame, ah, mais ma jeune fille de bonne conduite, ah, mais ma toute précieuse, on se distingue, madame, rien à dire, on se distingue. Et tout ça, c'est la faute à l'immoralité de l'instruction. Et moi maintenant, quand je le regarde, tout ça, que je comprends, je le vois bien que ça ne vient pas d'autre chose que de l'immoralité. Il fallait, depuis tout jeune, avec des verges, un peu, et eux, tiens, les bonbons, eux, ils labourent de douceur, et le petit vieux, tout bêta devant elle. Entre parenthèses, là, ça fait une page, là, que le livre n'est pas très compréhensible. Hein. Fermez la parenthèse. N'est-ce pas, mon trésor, à ma jolie, à ma gentille, avec un conte, va que je te marierai. Et voilà ce qu'elle donne avec eux, et maintenant elle nous les montre, ces cartes. N'est-ce pas? Là voilà le jeu qu'ils ont. Plutôt que de la garder à la maison, depuis toute jeune, eux en pension, chez une madame française, chez les migrantes Falbala, référence à un vers célèbre d'un poème comique de Pouchkine, le conte Nouline, dans lequel l'hôtesse qui accueille le héros pour la nuit a été élevée chez les migrantes Falbala. Ou Dieu sait quoi. Et là, il y apprend toutes les bonnes choses chez les migrantes Falbala. Comme ça, que ça arrive, tout ça. Tenez, n'est-ce pas, réjouissez-vous. Tenez, trouvez-vous en carrosse, à telle heure précise, sous les fenêtres. Chantez une romance sentimentale, en espagnol. Je vous attends et je sais que vous m'aimez.
et nous nous enfuirons ensemble et nous vivrons dans une chaumière. Mais enfin, ça ne se fait pas, madame, tant qu'on y est. Non, ça ne se fait pas du tout. C'est interdit par la loi, ça, d'enlever une jeune fille honnête et innocente de la maison de son père sans le consentement paternel. Et puis enfin, pourquoi, à quoi bon, et quelle nécessité est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, elle se serait mariée avec qui de droit, qui le destin l'avait fixé bon, et on n'en parle plus. En plus, moi, je suis fonctionnaire. Moi, ma place, je peux la perdre à cause de ça. Moi, ma bonne dame, je peux me retrouver au tribunal à cause de ça. Voilà, oui, au cas où vous ne le sauriez pas. C'est l'Allemande qui mène ça. C'est d'elle, la vieille sorcière, que vient tout ça, toutes les histoires. C'est elle qui me les invente. Parce qu'ils ont calomnié un homme, inventé un ragot, une fable invraisemblable, sur les conseils d'André Filipovitch. De là que ça vient. Sinon, pourquoi Petrouchka il s'y serait mêlé? Lui, ça lui fait quoi? Quel besoin il avait, le panda? Non, je ne peux pas, madame, je ne peux pas du tout, pour rien au monde. Je ne peux pas. Vous, madame, cette fois, d'une façon ou d'une autre, vous m'excuserez. C'est de vous, madame, que ça vient tout ça. Ce n'est pas tout de l'allemande que ça vient, pas tout de la vieille sorcière, mais purement de vous seul. Parce que la sorcière, c'est une brave femme. Parce que la sorcière, elle n'est coupable de rien du tout. Non, c'est vous, ma bonne dame, la coupable. Voilà comment c'est. C'est vous, madame, qui me mettez dans ces bêtises. Ici, là, on se perd de soi-même. On se perd, pas moyen de se retenir. Tu parles de mariage? Et comment ça va finir tout ça? Comment ça va s'arranger finalement? Comment ça va s'arranger maintenant? Je donnerais cher pour le savoir tout ça. Ainsi raisonnait notre héros au comble du désespoir. Revenant soudain à lui, il remarqua qu'il se tenait, il ne savait trop où, sur le lit tenni. Il faisait un temps affreux. C'était le redout. Il neigeait, il pleuvait. Bref, exactement, ce temps inoubliable qu'il faisait l'autre nuit, quand sa tête Bref, exactement ce temps inoubliable qu'il faisait l'autre nuit, quand à cette heure terrifiante de minuit, tous les malheurs de Monsieur Goliathkin avaient commencé. Un voyage, tu parles, pensait notre héros, voyons le temps qu'il faisait. Là, c'est la mort totale. Seigneur mon Dieu. Mais où je pourrais, par exemple, dénicher un carrosse? Là-bas au coin, je crois bien, tiens, une masse noire. Regardons, examinons. Seigneur mon Dieu, poursuivait notre héros qui avait dirigé ses pas chétifs et tremblants vers l'endroit où il avait vu quelque chose qui ressemblait à un carrosse. Non, voilà ce que je vais faire. J'y vais, je tombe à ses pieds, si je peux, très humblement, et j'implore. N'est-ce pas, voilà. Je place mon destin entre vos mains, entre les mains de l'autorité. N'est-ce pas, votre Excellence? Protégez, faites le bonheur d'un homme. Voilà, n'est-ce pas? Comme si, et puis comme ça, un acte illégal. Ne faites pas ma perte, je vous considère comme un père. Ne laissez pas. Sauvez mon amour-propre, l'honneur, le nom et la famille, et sauvez-moi du tyran, de l'homme dépravé. C'est un autre, votre Excellence, et moi aussi je suis un autre. Il est à part, et moi-même aussi je suis un autre. Je vous jure, je suis tout seul en soi, votre Excellence. Je vous jure tout seul.
N'est-ce pas, voilà comme c'est. N'est-ce pas lui ressembler? N'est-ce pas? N'est-ce pas lui ressembler? Je ne peux pas. Changer, veuillez daigner changer. Annuler la substitution sacrilège unilatérale. Une chose sans exemple, Votre Excellence. On a encore du mal à comprendre, là, encore à cette page. La bienfaisante et attentive autorité se doit de favoriser ce genre de mouvement. Ici, même quelque chose de chevaleresque. N'est-ce pas, je vous considère bienfaisante autorité, comme un père, et je vous confie mon destin et ne répliquerai pas. Je me confie, et pour ce qui me concerne, je m'écarte de toute activité. N'est-ce pas? Voilà comme c'est. Alors, mon gentil cocher, un carrosse, mon vieux, pour la soirée. Et monsieur veut aller loin? Pour la soirée. Pour la soirée. Où qu'on aille, mon gentil. Où qu'on aille. Pas hors les murs, quand même, monsieur. Si, mon ami. Peut-être bien hors les murs. Je n'en suis encore pas sûr moi-même, mon ami. Je peux pas te dire à coup sûr. Je peux pas te le dire à coup sûr, mon gentil. Parce que vois-tu, mon ami, si ça se trouve, tout peut encore s'arranger au mieux. On sait bien, mon ami. Bien sûr, monsieur, on sait bien. Bah, la grâce de Dieu. Oui, mon ami, oui. Je te remercie, mon gentil. Alors, tu prendras quoi, mon gentil? Monsieur veut y aller tout de suite? Oui, tout de suite. C'est-à-dire non, tu attendras ou je te dirai. Comme ça, pas longtemps. Tu attendras un peu, mon gentil. Ben, si monsieur me prend pour tout le temps, ça vous fera pas moins de 6 roubles. Vu le temps qu'il fait, pas moyen, hein. Bon, c'est bien, mon ami, c'est bien, et je saurais te remercier. Bon, ben maintenant, tu me conduis, mon gentil. Asseyez-vous, permettez, j'arrange un peu par là. Que monsieur s'assoie maintenant. Où monsieur voudra-t-il qu'on aille? Au pont Ismaïlovski, mon gentil. Le cocher s'installa lourdement sur son siège et fit bouger sa paire de maigres rosses qu'il venait d'arracher non sans mal à leur mangeoire vers le pont Ismaïlovski. Pourtant, soudain, M. Goliathkin tira sur le cordon, arrêta le carrosse et demanda d'une voix suppliante de repartir dans l'autre sens. Non pas vers le pont Ismaïlovski maintenant, mais vers une autre rue. Le cocher tourna dans une autre rue, et 10 minutes plus tard, le nouvel équipage de M. Goliathkin s'arrêtait devant l'immeuble où habitait son Excellence. M. Goliathkin, sorti du carrosse, demanda d'une voix insistante au cocher d'attendre, tandis que le cœur figé lui-même, il courait dans l'escalier jusqu'au premier étage. Il tira le cordon, la porte s'ouvrit et notre héros se retrouva dans le vestibule de son Excellence. Son Excellence daigne-t-elle être chez elle? Demanda M. Goliathkin, s'adressant ainsi au serviteur qui lui avait ouvert. Monsieur Désir, demanda le laquais, toisant M. Goliathkin de la tête aux pieds. Moi, mon ami, enfin, je suis Goliathkin, fonctionnaire, conseiller titulaire Goliathkin. N'est-ce pas, voilà, pour m'expliquer. Attendez, impossible, monsieur. Mon ami, je ne peux pas attendre. Mon affaire est importante. Une affaire qui ne peut pas attendre. Vous venez de la part de qui? Pour des papiers?
Non, mon ami, je viens tout seul. Annonce-moi, mon ami, n'est-ce pas? Voilà, je viens m'expliquer. Et moi, je saurais te remercier, mon gentil. Impossible, monsieur. Monsieur ne reçoit pas. Monsieur a des invités. Que monsieur repasse demain 9 heures. Mais annoncez-moi donc, mon gentil. Je ne peux pas, ce n'est pas possible pour moi d'attendre. Mon gentil, vous en répondrez. Mais vas-y, annonce. Qu'est-ce que ça te fait? Ça t'usera les semelles, déclara un autre laquais qui restait affalé sur un banc et qui jusqu'à présent n'avait rien dit. Les semelles? Mais il reçoit pas, tu sais bien. C'est le matin qu'il reçoit. Vas-y, t'as peur que ça te coupe la langue? Bon, moi je veux bien, ma langue je la perdrai pas. Il a dit non. C'est non. Entrez donc là, dans la pièce. Monsieur Goliathkin entra dans la première pièce. Il y avait un pendule sur la table. Il lui lança un coup d'œil. 8h30. Son cœur se mit à brûler dans la poitrine. Il voulait déjà revenir sur ses pas. Pourtant, à cet instant précis, un long échalade laquais, se plaçant au seuil d'une deuxième pièce, annonça d'une voix forte le nom de Monsieur Goliathkin. Une vraie voix de corbeau, se dit dans une angoisse indescriptible notre héros. Hein, il aurait pu dire, n'est-ce pas, voilà, très humblement soumis, vient s'expliquer, voilà, si monsieur veut recevoir. Maintenant, toute l'affaire est gâchée. Toute mon affaire, maintenant, elle est partie aux 80. Pourtant... Ah, mais... Bon, rien. Il n'y avait plus le temps du reste de raisonner. Le laquais revint, dit je vous en prie, et fit entrer Monsieur Goliathkin dans le bureau. Quand notre héros entra, il sentit que c'était comme s'il était devenu aveugle, parce que résolument, il ne voyait plus rien. Il vit en un éclair du reste 2 ou 3 silhouettes. Bon, c'est les invités, se sentit penser Monsieur Goliathkin dans un autre éclair. Notre héros se mit enfin à distinguer l'étoile sur le frac noir de son excellence. Ensuite, fidèle à la progression, il passa au frac noir, puis il reçut le don d'une contemplation totale. Eh bien, dit d'une voix bien connue au-dessus de Monsieur Goliathkin, conseiller tutélaire Goliathkin, votre excellence. Oui, je viens m'expliquer. Quoi? Comment? Mais comme ça, n'est-ce pas? Comme ça, je suis venu m'expliquer, votre excellence. Mais vous, qui êtes-vous donc? Monsieur Goliathkin, votre excellence, conseiller titulaire. Bon, et que puis-je donc pour vous? N'est-ce pas comme ça? Je vous considère comme un père. Je m'écarte, moi, de toute action. Mais défendez-moi de l'ennemi. Mais défendez-moi de l'ennemi. Voilà. N'est-ce pas comme ça? Je vous considère comme un père. Je m'écarte, moi, de toute action. Mais défendez-moi de l'ennemi, voilà. Que signifie? On le sait. Qu'est-ce qu'on sait? Monsieur Goliathkin se taisait. Son menton commençait à tressauter un peu. Eh bien, je pensais chevaleresque, votre excellence. Qu'ici, n'est-ce pas, c'était chevaleresque. Je prends mon chef comme un père. N'est-ce pas, voilà, défendez-moi les larmes aux yeux. Je vous prie que ces mouvements-là, il faut les favoriser.
Son Excellence se détourna. Notre héros, durant quelques secondes, fut incapable de distinguer quoi que ce fût de ses yeux. Sa poitrine était oppressée. Son souffle se figeait. Il ne savait plus où il était. Il se sentait comme tout honteux et triste. Dieu sait ce qu'il y eut ensuite. Revenu à lui, notre héros remarqua que son Excellence parlait avec ses invités et que c'était comme s'il débattait brutalement avec force sur un certain sujet. Notre héros reconnut tout de suite l'un de ses invités. C'était Andrei Filipovitch. L'autre, qui était-ce? Du reste, son visage à lui aussi, c'était comme s'il lui disait quelque chose. Un être grand, fort, d'âge respectable, doté de sourcils et de favoris broussailleux et d'un regard expressif, brutal. L'inconnu portait une médaille au cou et un petit cigare au bec. L'inconnu fumait et, sans ôter son cigare de sa bouche, il hochait gravement la tête, lançant parfois des regards en direction de M. Goliathkin. M. Goliathkin se sentit comme gêné. Il détourna les yeux et c'est là qu'il vit un autre invité des plus étranges. À une porte que notre héros avait prise jusqu'alors pour une glace, comme cela lui était déjà arrivé, c'est lui qui est apparu. On sait bien qui, la relation très proche, l'ami de M. Goliathkin. M. Goliathkin cadet, de fait, se trouvait jusqu'alors dans une autre pièce, plus petite, à écrire quelque chose en toute hâte. À présent, sans doute, il avait eu besoin de Dieu sait quoi, et il apparaissait, des papiers sous le bras. Il s'approcha de son Excellence, et d'une manière fort habile, attendant une attention toute particulière envers sa personne. Il eut le temps de se mêler à la conversation et au conseil, non sans avoir pris sa place un peu derrière Andrei Filipovitch et se masquant lui-même un peu derrière l'inconnu qui fumait le cigare. Visiblement, M. Goliathkin cadet prenait une part très grande dans la conversation qu'il écoutait à présent d'un air plein de noblesse, hochant la tête, trottinant sur place, souriant, cherchant les yeux de son Excellence, comme s'il mendiait du regard le droit à lui aussi de placer ne serait-ce qu'un seul mot. Crapule, se dit M. Goliathkin, et malgré lui, il fit un pas en avant. À ce moment-là, le général se retourna et, non sans hésitation, se dirigea en personne vers M. Goliathkin. Bon, c'est bien, parlez tranquille. J'examinerai votre affaire, et vous, je vais vous faire conduire. Là, le général lança un regard vers l'inconnu aux favoris épais. L'autre, en signe d'accord, hocha la tête. M. Goliathkin sentait et comprenait clairement qu'on le prenait pour quelque chose d'autre, et pas du tout comme il l'aurait fallu. D'une façon ou d'une autre, il faut bien s'expliquer, pensa-t-il. Voilà, n'est-ce pas, votre Excellence? Là, dans sa stupeur, il baissa les yeux vers le sol, et à la stupeur la plus complète, il découvrit sur les bottes de son Excellence une tache blanche importante. Ça a craqué, se demanda Goliathkin. Très vite pourtant, M. Goliathkin découvrit que les bottes de son Excellence n'avaient pas du tout craqué. Elles portaient juste un reflet très puissant, phénomène tout à fait explicable parce que ses bottes étaient laquées et qu'elles brillaient fort. Ça s'appelait un rehaut, pensa notre héros, terme spécialement conservé dans les ateliers d'artistes. Ailleurs, ça peut s'appeler une arête de lumière.
Là, M. Goliathkin leva les yeux et vit qu'il était temps de parler parce que l'affaire pouvait tourner tout à fait mal. Notre héros fit un pas en avant. N'est-ce pas, voilà, votre Excellence, dit-il, l'usurpation, au siècle où nous vivons, elle ne peut plus passer. Le général ne répondit rien, mais tira très fort sur le cordon de la clochette. Notre héros fit un deuxième pas en avant. C'est un homme infâme et perverti, votre Excellence, dit notre héros, hors de lui, mourant de peur, et en même temps, tout en désignant avec courage et fermeté son indigne jumeau, qui trottinait à cette seconde auprès de son Excellence. Voilà, n'est-ce pas, mais moi, je fais allusion à une personne qu'on sait. Les paroles de M. Goliathkin causèrent un mouvement général. Andrei Filipovitch et l'inconnu se mirent à hocher la tête. Son Excellence tirait impatiemment sur le cordon de la clochette de toutes ses forces et appelait ses gens. Là, M. Goliathkin cadet fit à son tour un pas en avant. Votre Excellence, dit-il, je vous demande humblement l'autorisation de parler, Votre Excellence. On sentait une sorte de résolution extrême dans la voix de M. Goliathkin cadet. Tout démontrait en lui qu'il se sentait complètement dans son bon droit. Permettez-moi de vous demander, reprit-il, devançant par son zèle la réponse de son Excellence et s'adressant cette fois à M. Goliathkin, permettez-moi de vous le demander, en présence de qui vous venez vous expliquer, devant qui vous tenez-vous, dans le bureau de qui vous trouvez-vous. M. Goliathkin cadet était plein d'une extraordinaire agitation, tout rouge, enflammé d'indignation et de colère. Des larmes luisaient même sur ses yeux. Monsieur et Madame Bassavriukov, le nom rappelle celui de Bassavriukov, de Bassavirouk, le diable à image humaine d'une nouvelle de Gogol, le soir de la Saint-Jean. Monsieur et Madame Bassaviroukov, hurla à pleine gorge un laquais qui venait de paraître à la porte du bureau. Une famille de bonne noblesse, originaire d'Ukraine, pensa M. Goliathkin. Et il sentit tout de suite que quelqu'un, très amicalement, lui posa une main sur le dos. Puis, ce fut une deuxième main qui se posait dans son dos. Le vil jumeau de M. Goliathkin trottinait devant lui, lui indiquant le chemin, et notre héros vit clairement que, semble-t-il, on le dirigeait vers les grandes portes du bureau. Exactement comme chez Olsoufi Ivanovitch, pensa-t-il, et il se retrouva dans le vestibule. Il se retourna et vit auprès de lui deux laquais de son Excellence, ainsi que son jumeau, tout seul. Le manteau de mon ami, le manteau de mon meilleur ami, se mit à pépier cet homme, se mit à pépier cet homme débauché, arrachant le manteau des mains d'un serviteur et le jetant par une raillerie vile et indécente juste sur la tête de M. Goliathkin. Se débattant dans son manteau, M. Goliathkin a entendu clairement le rire de deux laquais, mais sans rien écouter et sans faire plus attention à quoi que ce soit d'extérieur, il sortait déjà du vestibule et se retrouvait dans un escalier éclairé. M. Goliathkin cadet le suivit. « Adieu, votre Excellence » s'écria-t-il à la suite de M. Goliathkin aîné. « Crapule » lui dit hors de lui notre héros. « Crapule » lui dit hors de lui notre héros. Eh oui, crapule. Débauché. Eh oui, débauché, répondait au digne M. Goliathkin, son indigne ennemi. Et selon la crapulerie
et selon la crapulerie qui lui était propre, il regardait du haut de l'escalier, tout droit, sans même cilier, dans les yeux de M. Goliathkin, comme s'il lui demandait de continuer. Notre héros cracha d'indignation et se précipita sur le perron. Il était tellement anéanti ne se rappelait absolument pas qu'il avait installé dans le carrosse et comment. Revenu à lui, il vit qu'on l'emmenait vers la Fontanka. Donc, pont Izmaïlovski, se dit monsieur Goliathkin. Là, monsieur Goliathkin a encore envie de penser à quelque chose, mais c'était impossible. Ce qu'il y avait, c'était une chose tellement atroce que c'était même impossible à expliquer. Bon, rien, conclut notre héros. Et il se rendit au pont Izmaïlovski.